Donc vous avez vu que c'était une session qui est sur différentes pathologies. Le but, c'est une session interactive. Donc on compte sur vous pour intervenir, challenger le présentateur. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous avez le droit de le dire. Donc on compte sur vous pour poser des questions et pour faire cette session très interactive. Et maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole au professeur Tati. Merci. Donc, j'annonce la première présentation qui sera présentée par mon ami Dr. Khagi et intitulée Formation à une cardiopathie pour laquelle prise en charge des accidents. Merci, chers amis, chers collègues, chers maîtres. Donc, j'ai le plaisir de commencer la session de rythmologie pour débattre la prise en charge des arythmies ventriculaires en présence de pathologies spécifiques, en l'occurrence les cardiopathies dilatées, les cardiopathies hypokinétiques non dilatées et la cardiopathie arythmogène du ventricule droit. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt sur ce sujet. Et pour s'inspirer, donc j'ai revu les recommandations de 2022 qui traitent ce sujet d'arythmie ventriculaire, donc avec beaucoup de détails, et aussi des dernières recommandations de 2023 sur les cardio-myopathies. Et aussi, j'ai revu le consensus de l'HRS qui a été publié en 2019. Donc, vous allez voir quelques abréviations qui vont passer devant vous, donc DCM, HNDCM. En fait, en 2022-2023, le terme de cardiopathie, le cardiopathie dilatée, c'est clair, on connaît la définition, toujours un VG dilaté avec une fraction d'éjection abaissée moins de 40%, mais il y a aussi d'autres cardiopathies authentiques, atteintes structurelles, sans avoir ces critères de dilatation et de dysfonction ventriculaire gauche. Et ces entités ont été nommées hypokinétique non dilatée cardiomyopathie ou les atteintes ventriculaires gauche non dilatées. Ça veut dire qu'on a fait un workflow et on a trouvé une atteinte ventriculaire. Et puis, il y a aussi la non-compaction du ventricule gauche et on va voir en dernier la cardiopathie arythmogène du ventricule droit. J'ai cette plaque, en fait, je vais traiter les deux sujets, les cardiopathies dilatées et la cardiopathie arythmogène droite. Et mes collègues, donc professeur Benham et professeur Alouche, vont traiter les autres parties, donc les channelopathies et la cardiopathie hypertrophique. Alors, le sujet commun face à une arythmie ventriculaire avec une cardiopathie structurelle, on va faire un travail. Ça commence par une évaluation clinique minutieuse et on va être bien sûr aidé par les outils électrocardiographiques, l'électro de surface, l'holter, le test d'effort, la recherche du potentiel tardif ventriculaire et l'exploration électrophysiologique. Ce qui est nouveau, ou pas vraiment, on insiste beaucoup, et qui est passé en classe 1, c'est les tests génétiques. Donc désormais, les tests génétiques sont impliqués dans l'évaluation des cardiopathies et dans la stratification du pronostic. Et puis, une panoplie d'examens d'imagerie qui doit être intégrée. Et ça commence par l'échographie cardiaque, l'IRM, la scintigraphie, voire le PET scan. L'objectif, c'est d'aller creuser, voir quelle est la cardiopathie sous-jacente. Et d'une façon générale, comment on prend en charge une arythmie en présence d'une cardiopathie structurelle? La première étape, c'est d'identifier le substrat arythmogène. Donc, il faut faire le maximum. Il faut être aidé par l'échographie, l'IRM, le PET scan, la scintigraphie pour arriver finalement à chercher le substrat. Et ce substrat, bien sûr, sera le sujet du traitement, soit par les traitements antiarythmiques, soit par le défibrillateur, soit d'une façon plutôt curative en visant les techniques d'ablation. Et à la phase aiguë, on va être aidé par les traitements antiarythmiques et en cas de mauvaise tolérance, c'est le choc électrique externe. Et après, on va se poser la question comment faire pour éviter à tout coup la récurrence des tachycardies ventriculaires. Là, vous avez beaucoup de moyens. Il y a les traitements antiarythmiques, bien sûr, l'ablation par cathéter et le défibrillateur. Et le défibrillateur ne prévient pas la récurrence, il traite les conséquences et il prévient la mort subite.
Avant de continuer, il faut dire d'emblée, quelle que soit la cardiopathie, si vous avez un arrêt cardiaque récupéré par une fibrillation ventriculaire ou une tachycardie ventriculaire mal tolérée, c'est une indication classe 1 de défibrillateur, bien sûr en l'absence d'une cause aiguë réversible et lorsque le pronostic ou la longévité dépasse une année. Là, il n'y a pas de conflit sur cette indication. Après, la discussion en fait sur la prévention primaire de mort subite, c'est là où il y a beaucoup de paramètres, où c'est une zone grise où les recommandations parfois divergent. Je commence par le premier volet, c'est la cardiopathie dilatée. La définition, donc c'est toute dilatation du ventricule gauche avec fraction d'éjection APC. Et il faut bien entendu exclure les pathologies de surcharge, l'hypertension, les valvulopathies, les cardiopathies congénitales et la cardiopathie ischémique. Et pour faire le diagnostic avec précision, là vous voyez, il faut faire le phénotype exact de la cardiopathie dilatée en s'aidant par les examens d'imagerie, en particulier l'IRM. Et cet IRM a comme avantage par rapport à l'échographie cardiaque de chercher les zones de fibrose, de LGE, et qui sont réputées arythmogènes et qui sont intégrées dans la prise en charge de ces patients. Donc, si vous avez un patient qui a une cardiopathie dilatée, pour faire l'IRM, c'est classe 2A, bien sûr ça dépend de la possibilité, mais personnellement j'incite à faire à tous les patients qui ont une cardiopathie dilatée l'IRM et qu'elle soit faite par des experts pour avoir des résultats fiables. Et puis si vous avez une suspicion d'une pathologie spécifique, une pathologie inflammatoire, une amylose, etc., il faut aller suivre les recommandations concernant ces pathologies. Et je m'arrête surtout si vous avez une cardiopathie dilatée et vous avez des critères qui orientent une cause génétique. Un cas de cardiopathie dilatée familiale, vous avez des arythmies ventriculaires, des troubles de rythme auriculaire, vous avez des troubles de la conduction. Là, ça doit évoquer en premier l'amylopathie. Et là, c'est un sujet à part. Donc, il est obligatoire aujourd'hui de faire le test génétique pour identifier le gène mutant et intégrer cette mutation dans la stratification de risque. À ce sujet, et donc, il y a aujourd'hui des calculateurs de risque, à l'instar du calculateur de risque de la cardiopathie hypertrophique, qui s'appelle LMNA, risque VTI. Et là, vous avez des critères qui concernent le sexe, les données de l'électrocardiogramme, les données de l'échographie cardiaque, et bien sûr les données de la génétique. Et si vous avez un risque estimé supérieur à 10%, donc l'indication d'un défibrillateur est posée. Et c'est toujours classe 2A. Il n'y a pas d'indication formelle, ce n'est pas de classe B, c'est toujours classe 2A. Il vaut mieux mettre un défibrillateur. Et cette indication, bien sûr, sera discutée au sein d'une équipe, donc la cardiopathie ou les cardiomyopathies. Ce n'est pas un travail personnel, c'est un travail multidisciplinaire qui doit intégrer le cardiologue traitant, le cardiologue interventionnel, l'électrophysiologiste, les psychologues. Il y a beaucoup d'intervenants. Et bien sûr, c'est sharing decision et le patient doit faire partie de cette décision. Maintenant, on va revenir toujours aux critères de fraction d'éjection et on est toujours figé au critère de 35%. Donc, si vous avez une cardiopathie dilatée qui n'est pas génétique, c'est-à-dire qui ne fait pas partie des gènes connus, le défibrillateur est indiqué en classe 2A. Et bien sûr, avant d'aller mettre le défibrillateur, il faut passer obligatoirement par cette étape médicale d'optimisation du traitement médical en utilisant les 4 piliers de l'insuffisance cardiaque et réévaluer à 3 mois parce que beaucoup de patients vont s'améliorer et même voir une fraction d'éjection améliorée. Donc, et passant ce cap de moins de 35%, ils peuvent plutôt basculer à 40-45%. Donc, réévaluation à 3 mois avant d'indiquer le défibrillateur. Sinon, je reviens sur la deuxième partie, la zone grise, lorsque la fraction d'éjection entre 36 et 50%, là, il faut intégrer d'autres facteurs avant d'indiquer le défibrillateur, qui sont dits des facteurs de risque. C'est 5 fois qu'on expliquait. Les patients qui ont des gènes mutants, tels que le PLN, le FLNC, RABM20,
présence de SCAR au niveau de l'examen IRR, et lorsque vous avez fait une stimulation ventriculaire programmée qui est revenue positive en induisant particulièrement une tachycardie ventriculaire monomorphe soutenue. Sinon, si vous avez un patient qui a une syncope, et là, c'est classe 1, c'est d'indiquer un notaire rythmique à la recherche de troubles de rythme ventriculaire avant d'aller mettre un défibrillateur. Et personnellement, j'ai une certaine critique sur... il y a un manque de monitorage par notaire rythmique. Donc, on ne parle pas de notaire rythmique dans cette plaque. Ça a été exclu des recommandations. Peut-être parce qu'il y a une autre notion, on va la voir tout à l'heure, c'est les cardiopathies arythmogènes. Donc, ça suppose que ce sont des cardiopathies dilatées et on n'avait pas de troubles de rythme, au moins à l'électrocardiogramme ou peut-être sur un notaire de 24 heures. Maintenant, pour les recommandations concernant les cardiopathies liées à la non-compaction du ventricule gauche, donc les recommandations disent de suivre les mêmes recommandations de cardiopathie dilatée, donc ils n'ont pas de particularité. Donc si vous avez un non-compaction, allez voir les recommandations des cardiopathies dilatées. Je vais passer à la cardiopathie arythmogène du ventricule droit. Et d'emblée, j'attire votre attention que cette notion du ventricule droit, c'est une notion très discutable. Et la cardiopathie dilatée du ventricule droit, peut-être aussi arythmogène du ventricule gauche, et peut-être aussi une atteinte biventriculaire. Mais sur le plan physiopathologique, c'est pour rappeler qu'il y a une dégénérescence des cellules musculaires, laissant une place à des zones de fibro-adipeuses. Et ce sont des substrats. Je préfère plutôt la classification de l'HRS 2019. Et là, vous voyez à gauche, à droite, on parle de la cardiopathie arythmogène du ventricule droit parce que l'atteinte ventriculaire droite, elle est prédominante. Il y a aussi des entités à gauche et puis l'atteinte biventriculaire. Et regardez, pour parler de cardiopathie arythmogène du ventricule droit, pour classer arythmogène, il faut poser la question. Est-ce qu'il y a un trouble de rythme, oui ou non? Et le trouble de rythme, soit des arythmies auriculaires, soit des troubles de la conduction, soit des troubles de rythme ventriculaire, extrasystole ou TVNS. Donc si vous avez ça, vous avez des troubles de rythme, on parle de cardiopathie arythmogène, droite ou gauche. Si vous n'avez pas, on ne parle pas de cardiopathie arythmogène, on va revoir plutôt le chapitre de cardiopathie dilatée. Donc, c'est plus pratique. Et vous voyez qu'à droite, il y a un certain nombre de gènes, en particulier les dysmosomes, qui sont des dysmopathies. Et de l'autre côté gauche, ça rejoint les cardiopathies dilatées, et c'est d'autres gènes assez connus. Et pour faire, donc on revient sur le diagnostic de la cardiopathie arythmogène du ventricule droit, entre guillemets. Il y a le task force révisé en 2010. Il y a beaucoup de critères qui intègrent des critères cliniques, des critères électrocardiographiques et des critères d'imagerie, avec des critères majeurs et des critères mineurs, pour vous dire que l'hétérogénéité de cette pathologie est parfois le diagnostic difficile de classer, de dire que ce patient, réellement, il a une dysplasie ou arythmogène du ventricule droit. Et donc, parfois, on dit certain, parce qu'on a beaucoup de critères ou probables pour faire le diagnostic. Et les recommandations de 2022, donc, disent que, voilà, mettez un défibrillateur chez un patient qui a fait une tachycardie ventriculaire, si vous avez une syncope inexpliquée et si vous avez une exploration électrophysiologique positive qui a induit une tachycardie ventriculaire. Et toujours, c'est classe 2A, classe 2B. Et bien sûr, il y a des recommandations générales pour dire qu'il faut faire l'IRM pour faire le diagnostic. Il faut éviter le sport chez les patients qui sont atteints de cardiopathie arythmogène et qui ont fait déjà des événements rythmiques. Mais le consensus de l'HRS 2019 était beaucoup plus clair. Là, vous voyez, il utilise donc des critères de fraction d'éjection et d'événement. Si les fractions d'éjection entre aux alentours de 47%, on va citer par la génétique. Et il y a des indications larges à mettre les défibrillateurs. Donc, c'était plutôt de classe 2A. Et lorsque la fraction d'éjection baisse davantage, moins de 35%, il y a plus de risques donc, pour aller mettre des défibrillateurs. Donc, pour conclure, je vais dire que les tachycardies ventriculaires en présence de cardiopathie structurelle
significatif augmente le risque de mort subite. Il faut à tout coup identifier le substrat crucial pour indiquer le traitement. Et ce traitement implique bien sûr l'utilisation des moyens à disposition, qui sont les antiarythmiques, le défibrillateur pour la prévention des morts subites et les techniques ablatives. Donc je n'ai pas détaillé les techniques ablatives, faute du temps, c'est 10 à 12 minutes, donc ce n'est pas suffisant pour s'étaler sur ces pathologies. Et je vous remercie pour votre attention. Thank you, Dr. Sakaji, for this nice presentation. I will leave the discussion now. My pleasure to introduce Professor Youssef Bilal. He will talk my patient as hypertrophic cardiomyopathy. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues et amis. En attendant que ça se fasse, j'aimerais remercier le comité d'organisation pour l'invitation. Pour parler des cardiomyopathies hypertrophiques, je parlerai du pronostic technique de la mort subite essentiellement chez l'adulte. Alors, il s'agit d'une maladie dont la prévalence est de 1 sur 500 dans la population générale et probablement cette prévalence est sous-estimée à cause des sous-diagnostics et la grande latence clinique de la maladie. On sait que cette maladie est très singulière par la possibilité de mort subite, particulièrement avant l'âge de 60 ans, parce qu'on sait que ces patients-là meurent autrement au-dessus de 60 ans, particulièrement d'insuffisance cardiaque. Mort subite, dans l'incidence annuelle, s'élève à 1 à 2% par an, c'est quand même pas négligeable. D'ailleurs, c'est la première cause de décès chez le sujet jeune sur les terrains de sport, particulièrement chez l'athlète. Et donc, c'est la raison pour laquelle on nous demande quel patient doit avoir un défibrillateur automatique implantable, en particulier en prévention primaire. D'abord, avant de se lancer dans des stratifications, il faut savoir de quoi on parle. Il faut avoir un diagnostic de certitude. On parle d'une maladie autonome intrinsèque du myocarde qui va entraîner une hypertrophie ventriculaire gauche, et cette hypertrophie est supérieure à 15 mm chez le malade et 13 mm en cas d'enquête familiale, qui doit être indépendante donc des anomalies de conditions de charge, à savoir l'hypertension, le rétrécissement aortique calcifié. Et donc, il faut savoir que dans les cas frontières, la tâche n'est pas du tout aisée. Deuxième étape, il faut être sûr qu'il ne s'agit pas d'une CMH autre que la CMH sarcomérique. La CMH sarcomérique, c'est la CMH génétique autosomale dominante et qui est due à une anomalie des gènes qui codent pour le sarcomère. Donc, dans cette pathologie-là, les symptômes sont cantonnés au cœur, il n'y a pas de signe extracardiaque, contrairement aux CMH non sarcomériques, souvent de cause connue, génétique ou non. Et c'est important de les diagnostiquer parce qu'elles sont susceptibles d'un traitement spécifique, que ce soit la maladie de Fabry et de plus en plus l'amylose cardiaque, très à la mode ces dernières années, qu'elle soit une amylose du type DTR ou AL, et qui peut bénéficier d'un traitement spécifique, mais qui peut glisser aussi sous le masque d'une CMH primitive, donc il faut faire très attention. Vous savez que l'ESC en 2023, et pour la première fois, elle a établi des recommandations pour les cardiomyopathies, et en particulier les cardiomyopathies hypertrophiques, qui constituent un des 5 phénotypes des cardiomyopathies. Elle a énoncé des recommandations générales extrêmement intéressantes, là où l'IRM et la génétique sont devenus obligatoires de classe 1. Dans son parcours, le malade qui a une cardiomyopathie hypertrophique doit passer obligatoirement au moins une fois par un centre expert. Il s'agit d'une prise en charge pluridisciplinaire et il n'est plus question que le cardiologue se retrouve tout seul à gérer la CMH sans le concours du cardio-imageur, du généticien, du biochimiste, etc. Et enfin, la prise en charge doit être holistique et globale, elle doit dépasser le problème cardiaque et s'occuper des comorbidités, de l'aspect psychologique, du sport, de la femme enceinte, etc. Je trouve que ces recommandations sont très intéressantes. Alors, quelles sont les recommandations spécifiques à la CMH? Alors, tout d'abord, il faut annoncer la couleur, il n'y a que le défibrillateur automatique implantable
qui soit capable de prévenir la mort subite dans la CMH. Aucune thérapeutique médicale ou non médicale ne peut ou ne soit capable de pouvoir diminuer le risque de mort subite. Alors, quels sont les éléments de stratification de ce pronostic de mort subite? Il y a des éléments simples. D'abord, il y a les antécédents familiaux de mort subite, en particulier les antécédents familiaux de premier degré, de patients qui sont morts subitement à un âge jeune de moins de 40 ans, mais quel que soit l'âge, lorsque le patient est décédé en ayant donc le diagnostic de cardiomyopathie hypertrophique. Est-ce qu'il y a des antécédents personnels d'arythmie ventriculaire maligne et de mort subite récupérée? Et puis on sait que plus on est jeune et plus le pronostic rythmique est mauvais, et les antécédents de syncope inexpliqués qui ont l'air d'être non cardiogéniques, non neurocardiogéniques, et a fortiori si elles apparaissent depuis moins de 6 mois du diagnostic. Or, le Holter OCG, quelque chose de classique et de simple, on nous dit qu'il faut chercher des TVNS dans sa forme la plus habituelle, c'est-à-dire au-delà de 3 USV, avec une fréquence supérieure à 120 et de moins de 30 secondes, mais on ne sait pas quel est l'impact pronostic d'une fréquence plus élevée, d'une charge importante, d'un nombre de complexes plus important. Et si on s'amuse à faire des monitorings de longue durée, c'est ce qui a été fait dans ce travail espagnol, un travail très simple mais très intéressant en même temps, qui a comparé les monitorings de 24 heures versus des monitorings externes de 30 jours. Eh bien, vous voyez que plus on cherche et plus on trouve des TV non soutenus. Et à ce titre, on pourrait augmenter l'indication théorique de défibrillateur implantable de 22%. Il faut cependant rester très vigilant quant à la signification pronostique et clinique de ces patients, car les calculateurs de risque ne se basent pas sur des hauteurs de longue durée, ils se basent seulement sur les hauteurs de 24 à 48 heures en particulier. Donc cette même problématique d'ailleurs se pose avec les arythmies supraventriculaires et avec les effets infracliniques. L'échocardiographie, c'est l'examen clé dans la CMH, mais en plus, il apporte des informations pronostiques rythmiques, l'épaisseur max du VG qui est supérieure à 30 mm, la taille de l'oreille gauche, la dysfonction systolique qu'on considère sévère à moins de 50%, contrairement à un cœur non hypertrophié, le gradient intra-VG, l'anévrisme apical. Qu'en est-il du test d'effort? Alors, le test d'effort va rechercher une réponse inadaptée à l'effort ou une hypotension, une élévation insuffisante de la pression systolique de moins de 20 mm de mercure, et même si l'épreuve d'effort n'est pas actuellement intégrée dans l'algorithme décisionnel pour l'implantation d'un défibrillateur automatique implantable, l'épreuve d'effort reste obligatoire avant la pratique du sport, et quand vous avez des arythmies qui se déclenchent à l'effort, phénomène qui est tout à fait rare, mais très grave, et c'est important de le déceler. Alors l'IRM est devenu une pièce maîtresse incontournable qui, outre les éléments morphologiques, va donner des informations sur le pronostic technique en mettant en évidence ce que vient de dire le professeur Hagi, le rehaussement tardif ou les LGE, et de quantifier la fibrose, et on sait qu'au-delà de 15%, il y a un risque significatif de mort subite. Il reste cependant à dire qu'il y a un problème de standardisation quant à la quantification exacte de la fibrose, qui serait en partie opérateur et machine dépendant. Ainsi donc, vous avez vos 7 critères majeurs qui sont proposés par l'ESC dans 4 critères quantitatifs: l'âge, l'épaisseur maximale du VG, le diamètre de l'oreille gauche, le gradient intraventriculaire gauche. 3 critères qualitatifs: les antécédents familiaux de mort subite, les TVNS, les syncopes inexpliquées. Et en quelques secondes, vous avez votre risque absolu de mort subite à 5 ans. Et on peut individualiser 3 catégories de patients. Les patients à haut risque de mort subite sont ceux qui ont un risque qui dépasse les 6% sur 5 ans. Cela, l'indication d'un défibrillateur automatique implantable prophylactique est hautement recommandée. Alors dans la zone grise, entre 4 et 6%, le défibrillateur est indiqué en classe 2B, et lorsque le risque est inférieur à 4%, en principe, il n'y a pas d'indication en défibrillateur, sauf
s'il s'y associe une fraction d'éjection de moins de 50% et une quantité de fibrose de plus de 15% du ventricule gauche. Alors, qu'en est-il de la vision américaine de l'évaluation de la cardiomyopathie hypertrophique? En effet, les Américains ont remis à jour leurs recommandations. Les dernières remontent à 2020. En 2024, la CCHA, avec d'autres sociétés savantes, nous donne de nouveaux guidelines. Alors, ces nouveaux guidelines mettent en évidence 5 facteurs majeurs, contrairement à l'ESC qui sont au nombre de 7. Les antécédents familiaux de mort subite, l'hypertrophie massive du ventricule gauche, les syncopes inexpliquées, l'anévrisme apical qui est clairement mis comme facteur majeur chez les Américains et la fraction d'éjection de moins de 50%. Alors, le fait d'avoir un ou plus de ces critères majeurs nous conduit vers un défibrillateur automatique implantable en classe 2A. Les DV non soutenus et les LGE représentent des critères moins importants et qui, lorsqu'ils sont présents chez l'adulte, peuvent nous inciter à mettre un défibrillateur en classe 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de différence entre l'ESC et la CCHA? C'est que, tout d'abord, la CCHA propose un algorithme qui est binaire, dichotomique, et qui ne tient pas compte des variables quantitatives, c'est-à-dire quand vous avez 32 mm, vous êtes à risque, quand vous avez 28 mm, je ne sais pas où on peut se positionner. Alors, deuxièmement, et ça c'est un petit peu important, et c'est explicite de façon tout à fait claire et nette, c'est que l'anévrisme apical conduit directement au défibrillateur. Troisième chose, c'est l'audace de mettre en classe 3 quelque chose de non indiqué, le défibrillateur est non indiqué quand il n'y a aucun facteur de risque, chose qui n'a pas été dite par l'ESC. Enfin et finalement, les Américains reconnaissent le calculateur de risque à 5 ans, et ceci pour aider à la décision avec le patient et sa famille de mise en place d'un défibrillateur, car il s'agit de sujets jeunes dont vous connaissez donc l'importance de l'implantation de défibrillateurs et le côté particulièrement iatrogène du défibrillateur chez le sujet jeune. Alors, quel type de device faut-il proposer à ces jeunes patients? Alors, tout d'abord, la première colonne verticale, il faut essayer de répondre aux questions suivantes. Quel est le profil clinique du patient? Est-ce qu'il est jeune? Est-ce qu'il a plus de 50 ans? Est-ce qu'il a des symptômes d'insuffisance cardiaque? Est-ce qu'il a un besoin de stimulation? Est-ce qu'il a des antécédents de TSV? Est-ce qu'il a un bloc gauche et une dysfonction systolique du ventricule gauche? Alors, devant un patient jeune, sans besoin de stimulation, sans antécédents de TSV, sans bloc gauche, sans dysfonction systolique, on optera pour un appareil simple, c'est-à-dire un SAICD ou un défibrillateur endoveineux monochambre. Double chambre, c'est plutôt les sujets de plus de 50 ans qui ont un besoin de stimulation atriale, ventriculaire, séquentielle, qui ont un besoin d'ATP, d'antitachycardique pacing, peut-être d'un discriminateur à l'étage auriculaire, parce qu'ils ont déjà fait de l'AFA. Enfin, un défibrillateur triple chambre, quand il y a une notion d'insuffisance cardiaque, et quand il y a un bloc gauche clair et net, avec une effet inférieure à 50% en classe 2A des indications. Donc, pourquoi on tient tant à un screening précis? Parce qu'il y a un côté iatrogène très important chez des sujets qui sont souvent jeunes, dont il faut tenir compte. Alors, à titre d'exemple et indicatif, vous avez une cohorte de patients, de 6433 patients qui sont implantés d'un défibrillateur en 2 cavitaires, et vous voyez que rien qu'à 16 mois, il y a 9% de complications liées à la sonde intracardiaque, qu'elles soient des infections, des pneumothorax, un hématome ou un déplacement de sang. Vous savez très bien que la sonde de défibrillateur est fragile et qu'à 10 ans, 20% des sondes sont défaillantes. Et qui dit sonde de défibrillation défaillante dit choc inapproprié dans le taux peut s'élever jusqu'à 20% dans la vie d'un malade implanté d'un défibrillateur. Certes, le SAICD diminue tous ces risques-là, mais ne les annule pas, comme en témoigne ce registre baptisé traitant. Alors, dernier chapitre, est-ce qu'il y a du nouveau pour les recommandations à l'égard du sport? Alors, les sports modérés, depuis longtemps, sont encouragés, quelle que soit la pathologie sous-jacente. Pourquoi? Parce que le sport de faible intensité est un sport qui entraîne un bon pronostic, qui
diminue les maladies métaboliques, l'obésité, l'hypertension, etc. Et donc, ça ne sert à rien de cumuler les pathologies chez un patient qui est déjà porteur d'une cardiomyopathie hypertrophique. Il y a du nouveau, par contre, concernant la CMH et le sport de haute intensité. Alors, quand on a un génotype positif et un phénotype négatif, je crois qu'il n'y a pas de problème à indiquer un sport même d'intensité violente. Alors, en 2B, niveau d'évidence B, on peut indiquer les sports de haute intensité chez le malade à bas risque arythmique, qui est asymptomatique, qui n'a pas d'arythmie à l'effort et qui n'a pas de gradient intraléger, que ce soit au repos à l'effort. Par contre, il est formellement contre-indiqué de conseiller le sport chez les patients, le sport de haute intensité, c'est les patients symptomatiques à haut risque arythmique et qui ont des arythmies complexes à l'effort. Bien sûr, quand on fait une évaluation et qu'on n'a pas d'indication claire et nette de défibrillateur implantaire ou prophylactique, il faut réévaluer ces patients 1 à 2 ans après la première évaluation. Donc, mettez comme message, il faut un diagnostic de certitude et ne pas stratifier tout et n'importe quoi, une cardiopathie hypertensive, une cardiopathie non sarcomérique, donc il ne faut pas tomber dans ce piège et prendre tout son temps pour se restreindre au CMH strictement sarcomérique. La prise en charge est multidisciplinaire, holistique et globale. Il faut une stratification précise du risque de mort subite. Et je crois que davantage de progrès de stratification viendront certainement de l'IRM qui va donner une quantification plus précise, sans oublier le dépistage et les tests génétiques qui permettent de mieux identifier les patients porteurs de CMH et de mieux les stratifier. Et merci de votre attention. Pour cette belle exposition, vous avez excellé Azul. Et là, on va passer à l'exposé suivant. On reste avec les pseudonymes ventriculaires et avec les chanelopathies. Pour cela, je vais appeler le professeur Elna Alouche. Professeur Elna est donc responsable de l'unité de soins intensifs et de l'unité de rythmologie au service de cardiologie de l'hôpital Charles de Gaulle. Bonjour. Donc, je suis ravie d'être parmi vous cette matinée. Je remercie le comité d'organisation de m'avoir associé à cette session. Et donc, on va parler de troubles de rythme ventriculaire. Mon patient a une chanellopathie. Donc, comme vous le savez, les chanellopathies ou les maladies rythmiques, les syndromes rythmiques héréditaires du corps, ou les sont donc un groupe hétérogène de maladies qui ont pour cause une anomalie des courants ioniques sans une anomalie structurelle du corps. Donc le corps, il est normal sur les techniques d'imagerie visuelle. Ce polymorphisme, cette atteinte ou le gain ou la perte de fonction des canaux ioniques va donner des anomalies dans les courants ioniques dans la cellule myocardique et cet effet va être présent sur le sujet de surface des patients. Donc ces mutations vont prédisposer le patient à des arythmies létales et à un taux élevé de mort subite cardiaque. Ces atteintes primaires électriques du corps vont atteindre les cellules myocardiques, donc vont donner des atteintes supraventriculaires telles que la dysfonction sinusale, mais aussi et surtout les atteintes ventriculaires avec le syndrome de Cuté-Long, le Cuté-Court, le syndrome de Brugada, la repolarisation précoce, l'arrivée idiopathique et qu'on va détailler. Donc, moi, je vais vous présenter le cas de 2 patients. Mon premier patient est une femme de 63 ans, diabétique hypertendue. Elle est suivie pour une dépression diagnostiquée il y a 1 an par rapport à cette hospitalisation suite au décès consécutif de ses 2 frères. Elle était sous amitriptyline et Esoprax. Elle a aussi une épilepsie qui a été diagnostiquée dans la même période sous DEPAC. Cette patiente, en août, elle fait une perte de connaissance, une syncope, précédée de palpitations sans douleur thoracique. Rapidement, elle revient à elle-même, associée à des vomissements, des nausées,
C'était suite à un stress émotionnel important pendant la période de préparatif de mariage de son fils. Donc, l'examen clinique était normal, il était apéritif, bon état hémodynamique, sans déficit moteur, pas de syndrome méningé, et à l'ECG, on remarque que c'était un rythme sinusal, mais le QT, il était un peu lent. Donc, on mesure soigneusement le QT. Elle a un QT mesuré à 490 secondes et qui est corrigé à 537 millisecondes. Donc, c'est un QT allongé. Le bilan biologique montre une hypokaliémie, hypocalcémie, sinon il est normal par ailleurs. Donc, elle a été transférée aux soins intensifs. Elle a été mise sur Rivotril, on a arrêté ces deux médicaments et elle a eu une supplémentation potassique, calcique et en magnésium. Donc, comme les deux traitements, la mitriptyline et les Oprex, étaient des médicaments connus à allonger le QT, donc on l'avait arrêté. Et on s'est dit que c'est un QT lent induit par le médicament. Durant son hospitalisation, elle fait ce genre de CG. Donc, on s'est dit que sa perte de connaissance était due à un torsade de poing dû à ce QT allongé par les médicaments. Les examens complémentaires étaient normaux en cardiologie, l'échographie cardiaque normale, pas d'atteinte coronaire. On l'a mis sur bêta-bloquant, on lui a donné la liste des médicaments qu'il faut éviter. Et à sa sortie, on a remarqué que le QT s'est raccourci, donc il est à 440. Elle est restée asymptomatique jusqu'à mars, de août à mars, donc elle est réadmise à l'hôpital pour une autre syncope suite au décès de sa sœur. Et là aussi, son QT était allongé. Donc, bilan correct, pas de médicaments, pas de prise médicamenteuse qui allonge le QT, pas d'ischémie myocardique. Et donc, selon les critères du diagnostic du syndrome du QT lent, elle avait un QT lent, puisque son score était supérieur à 3. C'est une patiente qui a présenté un trouble de rythme avec cardiaque qui a causé ses pertes de connaissance. Donc, on l'a mise sous Nadolol, un bêta-bloquant non cardio-sélectif. Après une semaine, son QT s'est raccourci. 9 mois plus tard, elle refait une syncope avec ce genre de tracé sur la surveillance télémétrique, avec un QT mesuré à 600 millisecondes. C'est des torsades de points sur 20-30, donc qui a causé plusieurs épisodes de syncope. Et là, l'indication de défibrillateur cardiaque implantable a été posée et la patiente a eu son défibrillateur en association avec le traitement qu'elle poursuit, le Nadolol, selon les recommandations de l'ESC. Donc, en suivant l'algorithme, c'est une patiente qui a une syncope, qui a eu des syncopes avant la prise de traitement médical spécifique. On lui a conseillé d'arrêter, on lui a arrêté les médicaments qui allongent le QT. On lui a donné les recommandations générales de ne plus utiliser ce genre de médicaments. Elle a été mise sous bêta-bloquant non cardio-sélectif. Normalement, on aurait eu un test génétique, mais malheureusement, ce n'était pas possible. Et il continue à faire des syncopes des syncopes de cause rythmique sous traitement médical. Donc, l'implantation de défibrillateur a été posée en classe 1. C'est le cas de la première patiente. Mon deuxième patient est un jeune de 28 ans. Il a fait une syncope la nuit. Il était seul à la maison. Il s'est réveillé, puis il a perdu connaissance. Il s'est réveillé avec une fracture du nez, donc pas d'antécédents personnels connus. Son père est décédé vers les 40 ans, une mort subite, on n'a pas de détails, il n'a pas eu d'autopsie. L'examen était normal, l'écho normal. Il a eu un corps scanner qui est normal. Et son ECG de base montre. Donc, vous avez dit que c'est une séance interactive. C'est un Brugada type 1, typique.
Il n'y a pas. Donc, qu'est-ce que vous proposez pour ce patient? Directement en défibrillateur. On vous entend pas. Le fait d'avoir un type 1, déjà, c'est de mauvais pronostic. Voilà, ça peut classer certains patients donc, dans la case de mauvais pronostic. Donc, moi, je pense que ce patient devrait bénéficier d'un défibrillateur, éventuellement associé à des médicaments si jamais il récidive, donc, ou bien il reçoit beaucoup de chocs. Donc, la décision de notre staff a été de lui demander un défibrillateur. Et entre-temps, dans l'attente, il a refait 2 épisodes de syncope. Mais les syncopes n'étaient pas probablement vasovagales. L'une, il était en train d'attendre le bus. Il était debout à attendre le bus. Donc, et l'autre, c'est une syncope qui en se réveillant la nuit pour aller. Donc, il a eu son défibrillateur. Et le défibrillateur, non, depuis, il n'a rien fait. Si je peux me permettre, il faut être extrêmement prudent sur les patients d'hypoglycémie qui font des syncopes entre guillemets vasovagales. Parce que moi, j'ai des patients qui étaient sur Holter, qui avaient des syncopes qu'on aurait pu dire vasovagales. Quand on regarde le Holter, ça fait des phénomènes de ventriculaire. Donc c'est vrai qu'ils ont tendance à être un peu vagales, plus que les autres. Il faut être extrêmement précis. Je vais dans le même sens que toi, Christophe. D'ailleurs, ils meurent dans des climats vagaux. Les respirations stertoreuses nocturnes, c'est l'agonie nocturne, ça c'est en plein climat vagal. Et c'est l'hypercanie vagale favorise la tension pitchée. Juste une petite question, parce que là, le sus-décalage, il est manifeste. Alors, je demande, est-ce que l'IRM a une place pour voir s'il y a de la fibrose au niveau de l'infrantibulum, auquel cas on pourrait proposer une ablation? Oui, en effet, je suis tout à fait d'accord avec vous. De toute façon, en plus, on peut avoir différentes maladies, on peut avoir un Rungala et autre chose. On a des patients qui ont des dispositifs du droit. Après, sur l'ablation dans le Rungala, je pense que c'est un de ces compliqués. 2, les résultats sont quand même pas très très bien évalués. On peut proposer une ablation peut-être pour réduire le risque de la chute ventriculaire et éviter les chocs. Mais personnellement, un patient qui a déjà fait 1, voire 2, voire 3 morts subites récupérées, je lui mettrai quand même un défibrillateur. Peut-être que je soutiendrai l'ablation, mais je ne concentrerai pas de l'ablation seule. Sinon, il y a la physique. Donc, notre patient a eu son défibrillateur. Heureusement pour lui, il n'a pas reçu de choc jusqu'à aujourd'hui. Donc, devant ce diagnostic porté de syndrome de Brugada, le patient devrait avoir un test génétique, mais malheureusement, ce n'était pas possible. Mais il a reçu les recommandations nécessaires, la liste des médicaments à éviter. On a insisté qu'il doit éviter les drogues et l'alcool. Et on a insisté sur un traitement antipyrétique au moment s'il aura de la fièvre. Donc, pour notre patient, le défibrillateur a été mis en classe 2A et probablement, est-ce qu'il y aurait eu une place pour le Holter implantable? Non, je ne sais pas. Donc, c'est un patient qui a, chez qui on n'a pas documenté d'arythmie ventriculaire. Il a un type 1 spontané. Donc, il a eu des syncopes. Soit si on considère que c'est des syncopes rythmiques, si c'est oui, c'est le défibrillateur complet. Si c'est non, c'est le Holter implantable. Donc, on take home message, la mort subite, la stratification de risque de mort subite chez les patients qui ont une channellopathie est une pierre angulaire de la prise en charge de ces patients. Le test génétique est très important pour le diagnostic et aussi bien pour
la stratification du risque, un traitement médical spécifique à chaque patient et adapté à son cas avec ou non l'implantation des défibrillateurs et probablement l'indication d'une ablation dans certains cas est possible. Donc, il faut éviter les triggers et réaliser une consultation génétique pour la prévention dans les nouvelles générations de cette atteinte. Et les guidelines de l'ESC misent sur la prise en charge individualisée sur qui inclut le patient dans ses décisions. Et je vous remercie pour votre attention. Merci pour cet excellent exposé. On a bien déconstruit avec toi. Et tu as bien vu que ça demande beaucoup d'interactions, mais on va laisser les interactions à la fin. Alors finalement, tout ça, ça a abouti à l'implantation d'un défibrillateur. Nous avons le plaisir d'avoir le docteur Nicolas Padelco qui va nous aider à choisir quel type de défibrillateur chez les patients jeunes. On a permis d'avoir les diapos. Écoutez, chers collègues, messieurs et mesdames les chairmen, bonjour. Et je suis très heureux d'être avec vous et remercie l'invitation de l'organisation. Donc, on va discuter du type de défibrillateur qu'on peut implanter dans le contexte de maladies cardiaques héréditaires chez des patients jeunes. Alors, je n'ai pas de lien d'intérêt en particulier pour cette présentation. Alors, tout d'abord, on a déjà eu un petit panel des pathologies qu'on peut rencontrer et qui vont nécessiter l'implantation de défibrillateurs parmi des maladies héréditaires. On a tout d'abord des cardiomyopathies et aussi des canalopathies. Et en effet, elles représentent une cause majeure de mort subite chez des sujets jeunes. Donc, dès qu'on parle de toutes ces pathologies, on parle forcément de patients jeunes. D'ailleurs, les séries autopsiques de la littérature font bien état de présence importante de maladies structurelles type cardiomyopathie hypertrophique, cardiomyopathie arythmogène du ventricule droit, mais également des syndromes de QT long, des TV catécholergiques dans les morts subites de sujets jeunes. Alors, sujet jeune, la définition, elle pourrait être un peu évasive, ça dépend un peu de chacun. Peut-être qu'à 40 ans, on n'a pas la même définition que quand on a 60 ans. En tout cas, vous voyez, cette série autopsique de sujets jeunes, ils ont moins de 40 ans. Donc, c'est un petit peu l'objectif de mon propos. Juste aussi sur cette définition du sujet jeune, il faut avoir aussi en tête tout simplement que c'est un patient qui on va décider d'implanter un défibrillateur qui risque de l'avoir pendant plusieurs décennies. Donc, c'est ça qu'il faut directement avoir en tête quand on propose l'implantation à nos patients. L'autre chose qu'il faut bien avoir en tête pour discuter du type de défibrillateur qu'on va proposer aux patients, c'est la présentation des troubles du rythme. Et alors ce diagramme qui est présenté dans les recommandations de 2022 là, sur les troubles du rythme ventriculaire de l'ESC, qui est formidable, je trouve, d'ailleurs a été repris par mes collègues précédents, présente un peu les manifestations rythmiques en fonction des maladies cardiaques, en fonction du sexe, en bleu et en rouge, et aussi les présentations en fonction de troubles du rythme polymorphe ou monomorphe. Et donc vous voyez, selon la TV, par exemple ici les TV catécholergiques, on voit que c'est des sujets jeunes, hommes et femmes, et essentiellement du coup des TV polymorphes. Si on prend un petit peu l'inverse ici sur les dysplasies, les cardiomyopathies arythmogènes du ventricule droit, on a beaucoup plus de TV monomorphes que de TV polymorphes. Et donc ça va rentrer en compte dans le traitement des arythmies et notamment la place du défibrillateur. Et donc je vous invite à lire attentivement toutes les présentations. Bien sûr, ça fait partie d'une description des maladies que vous connaissez très certainement. Alors, le défibrillateur, je ne vais pas revenir là-dessus, mais un petit mot sur les indications. On a vu, il y a des indications de prévention secondaire après arrêt cardiaque et après troubles du rythme mal tolérés hémodynamiquement. Parce que c'est vrai que quand on est en rythmologie, il y a beaucoup de troubles du rythme qui peuvent être plus ou moins bien tolérés. Donc cette tolérance est importante. En type de prévention primaire, je n'ai pas détaillé, on les a vus dans les topos précédents.
on a des algorithmes qui nous aident à déterminer les patients les plus à risque à qui on va proposer le défibrillateur. Et on a vu, par exemple, dans le cas de la CMH, que la frontière entre l'indication ou la non-indication est souvent très floue. Et donc là, il va falloir réfléchir en fonction du bénéfice et du risque, bien sûr. Il va falloir réfléchir avec des centres experts qui peuvent associer les données morphologiques, les données rythmiques, les données génétiques aussi. Et donc ça, j'y reviendrai après. Mais rapidement, dans les recommandations, quand on parle des indications de défibrillateur, on voit le type de défibrillateur qu'on peut implanter. Et donc, un des premiers messages, c'est pour les défibrillateurs endocavitaires, il est clairement plus recommandable de proposer un défibrillateur simple chambre plutôt qu'un double chambre quand le patient n'a pas besoin de stimulation. Cela permet de réduire les risques au long terme, et donc il faut favoriser déjà ce type de défibrillateur si le patient, bien entendu, n'a pas besoin de stimulation atriale ou de resynchronisation AV. Ensuite, l'autre message important, c'est qu'il faut favoriser des sondes de défibrillation endocavitaire simple coil plutôt que double coil, avec l'optique qu'une simple coil est plus facile à extraire en cas de complication qu'une double coil. Voilà, c'est un message important et clair, et je passe rapidement. Alors, quel est le problème? Vous le savez tous, le problème des défibrillateurs, c'est les complications. Donc, dès lors qu'on veut protéger un patient, on veut aussi éviter de lui apporter trop de complications. Donc, cette publication a déjà été présentée. La sonde de défibrillation ventriculaire, c'est un point sensible. On peut avoir jusqu'à 20% de fractures à 10 ans d'implantation, ce qui est énorme et a énormément d'impact sur ces patients jeunes. Quand on regarde plus spécifiquement les complications chez des patients qui ont des pathologies héréditaires, ce sont des patients jeunes, et on voit dans cette série qu'il y a effectivement 20% de thérapie inappropriée. Donc, le taux de complications, fragilité de la sonde, thérapie inappropriée prend plus d'importance encore dans ces patients-là. Donc la balance bénéfice-risque va être très importante à évaluer. Et puis aussi, l'autre chose vraiment dramatique, ce sont les infections de sondes endocavitaires. La survenue d'une infection de sonde chez un patient qui a un défibrillateur endocavitaire peut être catastrophique. Vous voyez dans ce papier que la mortalité après une extraction de sonde atteint pratiquement 30% à 3 ans. Donc une infection qui va nécessiter une extraction est associée à une mortalité importante des patients. Donc il faut avoir directement tout ça en tête quand vous allez proposer le défibrillateur, notamment à ces patients jeunes. Donc dans ce contexte, vous comprenez directement qu'est venu se développer le défibrillateur sous-cutané. Et donc dans les recommandations, cette diapo est très importante, dans les recommandations, le défibrillateur sous-cutané a trouvé sa place en classe 2A pour des patients à qui on doit implanter un défibrillateur, mais qui ne nécessite pas de stimulation. Donc le gros de mon propos, c'est ça, c'est identifier quels sont les patients qui vont avoir besoin de stimulation pour de la dysfonction sinusale, pour des troubles conductifs, pour de la stimulation antitachycardique, pourquoi pas, et aussi bien évidemment dans les cardiomyopathies en cas de resynchronisation. Il faut bien identifier les patients qui ont besoin de ces 3 types de stimulation. Ceux-là auront besoin d'un défibrillateur endocavitaire. Ensuite, quand notre patient peut être éligible à un défibrillateur simple chambre et donc sous-cutané, il faut faire le screening avec l'outil dédié sur les programmateurs du défibrillateur sous-cutané, de façon à étudier l'algorithmie et vérifier que l'algorithmie permet une bonne discrimination des arythmies, une bonne discrimination de l'onde pour éviter les chocs inappropriés sur surdétection de l'onde, et donc proposer le système à un patient qui aura le moindre risque possible d'avoir des chocs inappropriés sur des mauvaises détections du signal cardiaque, donc toujours dans cette réduction de complications des défibrillateurs. Et donc, suite à ce message sur la recherche de nécessité de stimulation dans les cardiomyopathies, dans les maladies cardiaques héréditaires, c'est vrai que là encore, on a la génétique qui a un rôle aussi important
d'où la décision en staff pluridisciplinaire de des discussions de ces patients. Notamment, on a évoqué les lamines, des cardiomyopathies dilatées avec une mutation des lamines aura plus d'évolution vers les troubles conductifs. Donc ces patients-là, il va falloir peut-être évoquer plutôt le défibrillateur endocavitaire au vu de risques de troubles conductifs, si l'ECG bien sûr présente des troubles conductifs. Donc la génétique a aussi une place dans la discussion, en tout cas chez nous, pour savoir comment au mieux appareiller les patients. Je ne reviens pas sur les calculateurs de risque des pathologies en prévention primaire. Alors, maintenant que je vous ai fait l'avantage du défibrillateur sous-cutané versus le défibrillateur transveineux, est-ce qu'il y a des études qui comparent les deux en termes de complications? Et bien voici des publications. Et en fait, on voit qu'il y a quand même autant de complications si on rapporte le taux de toute complication. Mais la différence capitale qu'il faut retenir du défibrillateur sous-cutané versus endocavitaire, c'est le type de complication. En effet, dans cette série, on n'a pas de fracture de sonde. On a 10 pour les défibrillateurs endocavitaires, aucune pour les défibrillateurs sous-cutanés. Les éléments récents montrent qu'il y a quelques cas, mais ce n'est pas un problème récurrent. Et l'autre point important, c'est qu'il y a autant de complications infectieuses sur le papier, mais le management n'a rien à voir. On n'est plus dans cette ambiance de vouloir retirer des sondes endocavitaires avec des risques de rupture vasculaire, tamponnade, etc. Donc une infection de défibrillateur sous-cutané, on met les antibiotiques qui tirent le défibrillateur sous-cutané, et souvent c'est tout, il n'y a pas de complications cardiaques. Donc le management de ces complications n'a rien à voir et est beaucoup plus facile sur les défibrillateurs sous-cutanés. Est-ce que ces défibrillateurs sous-cutanés sont aussi efficaces dans les maladies cardiaques héréditaires? Oui, et on a eu cette notion très rapidement avec le registre Effortes, dont on a eu les résultats de suivi à 5 ans. Dans son registre, on a 18% de patients qui ont des maladies cardiaques héréditaires, 11% de CMH, 3% de cardiomyopathie arythmogène. Donc vous voyez, ces patients étaient clairement représentés dans le registre Effortes et l'efficacité à 5 ans est tout à fait bonne, avec plus de 98% d'efficacité sur les thérapies. On voit aussi que dans cette cohorte, il y a des chocs inappropriés, 15% à 5 ans, et des chocs appropriés qui représentent 16%. Une petite sous-étude d'ailleurs de Effortes a montré que l'efficacité des canalopathie est totalement efficace par rapport aux patients qui n'ont pas de canalopathie. Il y avait même un petit sous-risque d'événements inappropriés, mais ces patients avaient des zones de thérapie programmées plus élevées. Quid des cardiomyopathies arythmogènes du ventricule droit? Alors ça, c'est l'expérience des patients inclus dans la cohorte HONEST des défibrillateurs sous-cutanés en France, qui a été repris par Thomas Roland qui travaille dans le service, à propos de 60 patients équipés de défibrillateurs sous-cutanés et avec diagnostic avéré de cardiomyopathie arythmogène, beaucoup de prévention secondaire. Et donc vous voyez pour ces patients qu'il y a beaucoup de chocs appropriés, puisque ça représente 23% des patients avec un suivi médian de 39 mois, mais aussi beaucoup de chocs inappropriés, 25%. Donc c'est très important. Souvent, la grande majorité, c'est de la surdétection ou de la sous-détection plutôt du signal cardiaque, mais c'est à mettre en balance avec les risques au long cours. Le défibrillateur sous-cutané évolue. On a eu l'étude de validité de la stimulation par stimulateur cardiaque sans sonde associée, qui nous permet de faire des ATP, donc qui va ouvrir la voie au marquage CE, ça c'est tout à fait récent. Et puis la stimulation sous-cutanée évolue aussi avec le défibrillateur extravasculaire. Défibrillateur extravasculaire, où ce coup-ci la sonde est sous le sternum, ce qui permet des énergies avec un boîtier beaucoup plus petit, ce qui permet des chocs à énergie plus faible et aussi de la stimulation antitachycardique et de la stimulation antibradycardique après choc. Et donc, dans ce papier qui a permis le marquage CE, on voit que les cardiomyopathies héréditaires sont aussi bien représentées. Alors qu'on voit, c'est en tout petit ici, c'est 7% des patients, donc ils sont dans les séries, tous ces patients. Enfin, le message capital que je voudrais vous apporter pour conclure, c'est que
le défibrillateur, il faut favoriser sa place pour la prévention de la mort subite, mais tous les traitements concomitants des arythmies sont capitaux. D'une part, il faut traiter tout ce qui est trouble du rythme supraventriculaire pour bien sûr s'affranchir des chocs inappropriés sur ces tachycardies supraventriculaires. Donc si les patients font de l'AFA, il faut les traiter de façon très stricte avec un contrôle du rythme. Et pour les contrôles du rythme des arythmies ventriculaires, il faut bien évidemment privilégier toutes les techniques d'ablation maintenant pour supprimer la charge en arythmie soutenue, réduire le risque de choc approprié également. Et ça requiert souvent aussi l'expertise de centres experts, avec notamment dans les cardiomyopathies arythmogènes du VD, la nécessité d'avoir recours à des abords épicardiques, de même pour les cardiomyopathies dilatées. Donc il faut intégrer ces stratégies très rapidement pour traiter les troubles du rythme ventriculaire. Et donc pour conclure, je voudrais juste rappeler sur le fait que ces cardiopathies héréditaires sont la cause majeure de mort subite chez les patients jeunes, mais ces patients jeunes ont un haut taux de complications avec les défibrillateurs endovasculaires, d'où une place totalement privilégiée du défibrillateur sous-cutané ou extravasculaire. Il faut bien évidemment évaluer la nécessité de stimulation pour bien faire son choix sur le type de défibrillateur qu'on va proposer aux patients. Et vous rappeler que la mort subite, le traitement, c'est le défibrillateur. Donc l'autre corollaire, c'est que le défibrillateur, c'est pour la mort subite. Les troubles du rythme ventriculaire, on les traite avec des ablations, on les traite avec des médicaments antiarythmiques et éventuellement avec les défibrillateurs et les ATP qu'ils peuvent apporter. Et donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Nicolas pour cet excellent propos qui a bien rappelé, je crois que c'est important, je ne sais pas si parmi vous il y en a qui pratiquent des extractions de sondes, mais quand vous avez un patient qui a une sonde de défibrillateur implantée depuis plus de 20 ans, on sait toujours que la procédure va être compliquée, dans 99,99% des cas, et qu'elle expose le patient à des complications très très graves, y compris malheureusement le décès. Et donc je pense que poser l'indication d'un défibrillateur transveineux, c'est facile, implanter le défibrillateur transveineux, c'est facile, et c'est après le management qui est extrêmement compliqué, et notamment, on l'a bien dit, ce sont des patients jeunes, donc qui sont en général assez actifs, et le taux de rupture de son chez ces patients-là est très important. Voilà, donc on va passer à la discussion. Est-ce que vous avez une question, puisque Nicolas est au pupitre? Est-ce que vous avez une question pour Nicolas? Alors, moi j'en ai une pour vous. Ne répondre que les gens jeunes, moins de 60 ans. Je ne suis plus jeune, Nicolas, je suis au-dessus. Si vous deviez avoir aujourd'hui un défibrillateur, qui voudrait un défibrillateur transveineux pour arythmie ventriculaire, prévention secondaire, n'importe quelle maladie? Alors personne n'aura un défibrillateur, on est d'accord. Mais si, par malheur, vous deviez en avoir un, qui voudrait un transveineux? Qui voudrait un sous-cutané aujourd'hui? Un plus. Il y en a qui vont faire de la mort subite parce qu'ils ne veulent rien. Attention. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, en effet, la place des défibrillateurs sous-cutanés est extrêmement importante. Alors, tout n'est pas rose non plus dans le défibrillateur sous-cutané, il est plus gros quand même. Il a une longévité de batterie qui s'améliore, mais qui, au début, est un petit peu problématique. Mais je pense qu'aujourd'hui, chez un patient jeune, 40 ans, vraiment, je pense qu'il faut tout faire pour lui permettre de son J'essaie de démontrer ça, oui. C'est pas rose, effectivement, parce qu'il y a quand même pas mal de chocs inappropriés qui nous donnent du fil à retordre. Donc, il faut aussi, effectivement, c'est vrai que moi, clairement, quand je propose un défibrillateur, j'imagine l'extraction de son si on doit poser l'endocavitaire. J'imagine la gestion des thérapies inappropriées. Alors, c'est vrai qu'avec le défibrillateur sous-cutané, on voit si les patients sont un peu microvoltés, des ondes un peu trop amples. Parfois, on sait qu'on va en souci. Donc, le screening, pour moi, est très important. Et c'est vrai que je m'attache à avoir les 2 vecteurs qui passent sur 3. Voilà. Alors, maintenant, on a la chance d'avoir le DEF extravasculaire. Donc, si on n'a pas ces
ces 2 vecteurs, on passe au nef extravasculaire, parce qu'on a eu pas mal d'écueils, effectivement, notamment sur nos patients là, qui ont des cardiomyopathies arythmogènes du VD. Quand on a une mauvaise détection, c'est pas facile à gérer parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions pour gérer ça chez ces patients-là. Donc il y a des choses à gérer, effectivement. J'ai une petite question par rapport à votre topo. J'ai vu qu'il y avait quand même 4% de risque d'infection avec le test subcutané. C'est un peu beaucoup, mais j'ai vu aussi que pour les patients qui ont un endovasculaire, c'est à peu près la même chose. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, des infections, il y en a. Ce sont des infections sous-cutanées. Au tout début, on essaie de manager ça uniquement avec des antibiotiques. Alors, c'est vrai qu'au début, moi, j'ai le souvenir de patients qui ont eu des infections chez nous. C'est des patients de prévention secondaire où on était encore, il y a 10 ans, on était un peu, on voulait vraiment justement proposer le défibrillateur sous-cutané pour éviter le risque infectieux endocavitaire, donc des patients qui étaient à haut risque infection, en fait, dialysés, etc. Mais en fait, le management est assez simple. Il faut mettre les antibiotiques, on retire le système. Si c'est de la prévention secondaire, on met une live vest le temps que les antibiotiques fassent effet, que ça guérisse. Et après, on peut réimplanter 3 mois plus tard au même endroit. Et ça, quelques patients qu'on a managés comme ça, le suivi après a été très bien. Donc l'impact des infections n'est pas le même. Si on regarde stricto sensu la définition d'infection, il y a une infection, mais il y en a un, ça va être endocardite, traitement, extraction, voire sternotomie, etc. Et l'autre, ça va être un petit extraction. Est-ce que vous avez des données sur le vécu psychologique des patients? Est-ce que c'est mieux de donner sur le plan psychologique et vécu au quotidien par rapport à l'endovasculaire? Alors, de quoi? Les infections ou non, tout. Alors, en fait, au début, il y a eu plusieurs papiers qui ont été, plusieurs études qui ont essayé d'évaluer l'impact psychologique du défibrillateur sous-cutané, et notamment par rapport au fait que c'est une boîte à choc, pour parler vulgairement. Néanmoins, avec les années et les programmations qu'on a appris, ce sont que des zones hautes. Finalement, le vécu est très bon, identique au défibrillateur endocavitaire. Et même, clairement, le boîtier, on dit qu'il est gros, mais pour beaucoup de patients, notamment les jeunes, il est plus discret au niveau axillaire qu'au niveau sous-clavier, notamment des femmes, vraiment, ça se voit pas. Et sur le côté esthétique, moi, je trouve que les gens sont plutôt contents, y compris des gens pas très épais, pas très gros. Merci. Est-ce qu'il y a des questions concernant les 4 présentations? D'abord, Sonia. Bon, j'ai une question pour toute la salle, monsieur le chairman. Alors, ma question, c'est à propos de l'IRM. Donc, on la voit donc elle est bien classée pour le diagnostic. On la voit réalisée de façon systématique avant de faire une ablation, des arythmies ventriculaires pour savoir où est-ce qu'on va, pour évaluer le substratum arythmogène, mais on ne la voit pas vraiment dans la stratification du risque de mort subite. Et bien pourquoi? Pourquoi on ne l'adopte pas? Rien que poser un diagnostic, poser l'indication sur l'extension de la fibrose. Je close encore sur votre question, Dr. Sonia. Par exemple, dans le cadre de la cardiopathie hypertrophique, il y a le cas particulier. On a patient avec une cardiopathie hypertrophique, on fait la certification selon la HCS score, on va trouver 3% par exemple. Puisqu'on, selon les recommandations, on fait de façon systématique, on trouve la fibrose globale. Qu'est-ce qu'on doit faire? Dans les recommandations, il n'y a pas quelque chose de clair. Si on suit les recommandations américaines, si la quantité de fibrose plus de 4%, c'est actuellement que cette quantification est difficile. Et on sait très bien également que l'existence fibrose pour le cas de CMH est très fréquente. Donc, c'est aussi le cas particulier parce qu'on fait, par exemple, parce qu'on sait tout le temps. D'abord, dans les recommandations européennes, les LGE existent. L'indication sur la base de l'IRM existe. Alors, elle tire tout son intérêt dans les formes à bas risque et à risque intermédiaire. À bas risque,
s'il n'y a aucun facteur de risque classique, s'il y a un rehaussement tardif, eh bien, on peut discuter un défibrillateur en classe 2B. Donc, les indications du DEF. Alors, pour les Américains, là aussi, quand il n'y a pas de facteur de risque majeur, l'existence d'un rehaussement tardif chez l'adulte en particulier peut inciter à mettre un défibrillateur en classe 2B. Donc, je crois qu'il y a quand même cette position privilégiée de l'IRM. Et autre chose, c'est que la maladie est évolutive, donc il faut savoir la refaire dans le temps, parce qu'aujourd'hui, si on a 10%, dans 2 ans, on peut avoir 20%. Juste un petit point. L'étude à la base qu'on a inclus cette recommandation d'inclure le PLM, disons l'endoscopie cardiaque. Donc, selon cette étude, il y a le nombre de 15%. Plus de 15%, peut-être 15%. En tout risque, si plus de 15%, si il y a 15%, il n'y a pas de sous-risque. Et donc, le problème se pose dans ce cas particulier. On sait très bien que la fibrose existe, dont la CMH est très fréquente, mais elle comporte des risques uniquement s'il est supérieur à 15%. Et on n'arrive pas à bien quantifier. Donc, on est. Pour moi, l'IRM, c'est comme le taxi. Tout dépend du chauffeur. J'ai un souvenir en France, un chauffeur de taxi, j'espère que jamais le recroiser. Ben, c'est un peu pareil pour les IRM. Vous avez des radiologues qui savent très bien faire, vous avez des radiologues qui ne savent pas du tout faire. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des cardiologues spécialistes en imagerie de couple qui sont focalisés sur le cœur et qui ont aussi un background clinique des maladies. Parce que vous envoyez votre patient à une IRM, on vous répond fibrose de 16%, et puis vous le renvoyez, vous montrez l'examen à un autre, il va vous dire non, c'est pas 16, c'est 18, et puis en plus c'est technique, c'est pas toujours facile. Donc je crois qu'il faut être extrêmement prudent encore aujourd'hui sur l'IRM, c'est pour ça que les recommandations sont assez prudentes. Oui? Justement, l'IRM, c'est un examen, mais il faut faire très attention. Il faut le confier à des radiologues experts. Et à mon avis, nous, cardiologues, on doit apprendre aussi à lire l'IRM ou au moins à identifier les anomalies et avoir un esprit critique en faisant c'est-à-dire une coordination, une synthèse entre les données de l'échographie, l'IRM et d'autres examens avant de poser de façon définitive le diagnostic. Parce que, comme il a dit, parfois on envoie des patients, ils sont pleins d'extrasystoles, ils arrivent avec le diagnostic de DVDA, mais en fait, ce n'est pas une DVDA, c'est des extrasystoles pénibles. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? On a aussi le Brugada, hein, on vous a montré un électrode Brugada pour étudiants débutants. C'était un très très beau. Il était beau. Hein. Très beau, et c'est vrai que quand on voit ça, on a un patient qui fait des malaises comme ça, qu'on voit ça, on a vraiment envie de les Brugada, ils font aussi des malaises verbaux. Les enfants beaucoup plus que la population générale. Ils font aussi des morts subites lors des malaises verbaux. Donc, d'ailleurs, il est recommandé pour les patients de Brugada de ne pas manger de façon copieuse avant de dormir parce que ça favorise la mort subite populaire. Par contre, pour notre patient, c'est un peu bizarre qu'elle fasse des arythmies sur un QT long à 62 ans. Je pense que c'est un peu tardif et c'est associé à des troubles électrolytiques assez prononcés. Et puis finalement, tu as mis un DEF et tu as enlevé tous les traitements antidépresseurs, c'est ça? Le Rivotril a été prescrit quand elle a fait ses malaises et il était diagnostiqué épileptique aux urgences et à la réanimation. Nous, on avait mis du bêta-bloquant du nadologue. Elle a eu son défibrillateur, elle a gardé son nadologue. Et en poussant un peu l'interrogatoire, c'est une patiente qui faisait toujours des malaises depuis le jeune âge. C'était des malaises au moment des disputes, des malaises. Elle était étiquetée émotive, sensible. Donc, elle faisait toujours ce genre de malaise. Et puis, c'est le diagnostic de dépression. Ce qui est bizarre pour c'est une observation très intéressante. Ce qui est bizarre dans cette observation, c'est parce que l'âge, 2, c'est-à-dire le patient qui était jusqu'à cet âge, de 61 ans, plus ou moins asymptomatique, mais pas d'événement majeur. Et à partir du moment où c'est un type 1 selon le sujet, on n'a pas fait de génétique, mais selon le c'est un type 1, LPD 1,
Et ce qui est bizarre, c'est que lorsqu'on a commencé à traiter correctement la patiente, une belle dose de bêta-bloquant qu'il faut, la patiente a allongé sur le côté et a fait un événement. C'est un peu bizarre. Mais de toute façon, il y a deux, trois éléments que vous avez dû prendre en compte. Parce que le diagnostic de QTL congénital a été après le deuxième événement. J'ai bien compris? Oui. Il y a des petits éléments qu'il fallait prendre en compte. Un, les antécédents familiaux. Parce que vous avez deux frères qui ont des antécédents subites. Les frères sont morts dans l'un un accident de la voie publique, l'autre un syndrome coronarien dans les suites d'un syndrome. Il faut le dire. Deuxièmement, un élément très intéressant, c'est le sujet avant la prescription de antidépresseurs. Moi, je sais très bien que les psychiatres ne prescrivent pas, surtout chez le sujet relativement rangé, avant le sujet. Donc, il faut revoir le sujet avant la prescription du QTL. Pour être écouté, il n'est pas toujours allongé sur tous les tracés. D'ailleurs, le tracé à la sortie, elle avait écouté normal. Mais après, elle avait une écoutée quand même monstrueuse. Donc, il y avait une dynamique du côté. Justement, comment il faut faire pour bien chercher et tester ces patients et ne pas passer à côté sur un simple sujet. C'est vrai, c'est un cas difficile. Moi, j'ai eu quelques cas de ce type. Moi, ce que je faisais, lorsque la patiente est sortie de l'évaluation, parfois il se présente même avec des difficultés, elle n'est pas tenue. Ou bien, on monte 34 heures et je vois comme elle a dit le docteur Hanel, le dynamisme du QT. Donc, supputé sur la coursie à l'effort ou lorsque le poste cardiaque s'est invité acquis, probablement, c'est par contre, il s'allonge ou il ne s'applaudit pas et tout, donc le style de. Mais je permets de poser une question pour l'assistance. Il y a parfois un patient qui se présente avec un QT très lent, avec une dorsale pointe, avec parfois les mêmes éléments subites, et on trouve une hypocalémie. Et on n'arrive pas à prouver la cause de l'hypocalémie, on corrige la calémie, le QT se corrige, parce qu'il faut, c'est un patient qui a présenté une suivi. Et probablement, dorsale pointe secondaire, un QT acquis, secondaire à l'hypocalémie. Voilà. Je crois que dans ces cas-là, il faut quand même bien surveiller le QT. On sait aussi qu'il y a des QT un peu dévastés qui sont plus sensibles aux hypocalémies que d'autres. Donc, avant de vraiment conclure que c'est un QT long induit par une hypocalémie, je crois qu'il faut quand même revoir ces patients et refaire une catastrophe oncologique. Faire attention. Moi, dans votre histoire, ce qui m'étonne, c'est toujours pareil. J'ai plein de patients, moi, avec lesquels j'ai traité les crises d'épilepsie en PSPK. Alors là, on n'est pas dans le sujet, mais il faut se méfier du diagnostic de crise d'épilepsie. Moi, j'aime bien quand les patients sont jeunes, qui font soi-disant des crises d'épilepsie, de bien leur mettre parfois des cortisone. On a la chance qu'ils en font un peu régulièrement d'avoir des médicaments pour être sûr de ne pas passer côté d'un truc de conduction à la durée. Parce qu'il y a beaucoup de patients qui sont sous Rivotril, mais en fait, ils auraient peut-être plus besoin d'un pacemaker ou d'un traitement anti-alcoolique. Il faut s'en méfier. Merci. En fait, j'ai un cas à partager avec vous. C'est un monsieur de 40 ans, tabagique, chez qui on découvre un syndrome de Brugada. Il est venu parce qu'il avait des douleurs thoraciques, il a une cour normale. Puis l'électrolyte typique type 1, un peu intermittent parce que lorsqu'on répète, parfois il est présent, parfois il disparaît. Et puis il insiste, il me dit, mettez-moi un DEF. Voilà, sans passer par autre facteur de stratification du risque. C'est lui qui me dit de mettre un DEF. C'est le patient qui demande d'être implanté. Oui, moi, il a un malade qui a fait une subi. Moi, personnellement, ce que je faisais, la stimulation ventriculaire, il y a une discordance entre l'équipe brigadière et chloride, mais personnellement, dans ces cas particuliers, je fais cette exploration physiologique. Il ne veut pas faire personnellement, je dis que le patient est nombreux parce que de toute façon, le risque de mort subite existe, il n'est pas nul. Si un patient a des type 1, Brugada, 150, il n'est pas nul. Il est plus important, très important par rapport à la façon générale. Et donc, le patient, je dois lui expliquer tous les problèmes de filtration, je pense que tout ça,
au sac fluo, les 6 patients, moi personnellement, Il faut pas céder aux demandes de patients. Écoutez, nous sommes les experts et c'est vrai qu'il est un tout petit peu perturbé, peut-être par la mort subite de son frère ou je ne sais pas quoi, mais on sait parfaitement que dans le Bourbada, les antécédents familiaux n'entrent pas dans la stratification du risque, par exemple. D'accord. Mais, d'accord. Le type 1, c'est vrai qu'on peut le mettre sous, par exemple, je ne sais pas, sous Sérécor, sous traitement anti-arythmique de la classe 1, et on peut mettre un monitoring éventuellement longue durée et voir. Pourquoi c'est pas à la société de lui payer son défibrillateur? C'est pas un souci. En tant que médecin, on se pose dans 3 situations. Soit on a les preuves en faveur d'un geste, n'importe quel geste. Dans ce cas, on doit pousser notre patient, on doit essayer de le convaincre pour faire ce geste ou cette preuve. Il y a de l'autre côté, on est sûr et certain qu'il n'y a pas de bénéfice, mais il y a un sur-risque. Bien sûr, on va citer. Il y a des zones grises, il y a pas mal de situations où il n'y a pas de preuves formelles pour implanter ou ne pas implanter ou pour le test de ce. C'est le cas particulier, par exemple, du type 1 spontané, il n'y a pas de consensus clair, il y a même des équipes qui répondent de façon systématique ces patients-là. Et dans ce cas-là, bien sûr, il faut discuter avec le patient, le pour les contre, et ce patient est demandé, parce que sinon il va vivre dans un terrain infectieux. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec cette remarque. Il y a vraiment cette notion de zone grise qu'il faut évaluer au cas par cas avec les patients. Il faut, à partir du moment où on leur expose les bénéfices et les risques, après on peut accepter beaucoup des demandes des patients, je pense, mais il faut qu'ils comprennent tout ce qu'on leur a expliqué, notamment les risques. Alors c'est vrai qu'encore une fois, là, le défibrillateur sous-cutané, il nous faciliterait un peu la tâche, parce que là, on sait que si un patient qui a une indication un peu limite, on l'implante, on ne lui expose pas à des risques sur le long terme du défibrillateur endocavitaire. Donc moi, effectivement, vu le contexte, vu l'insistance, et ici il est prêt à payer, vu le contexte ici, moi ça ne me choquerait pas qu'il soit implanté, même si ça va en dehors des recommandations. Mais encore une fois, on est aussi des experts pour prendre ça en compte, je pense. Hein. Quand on implante un défibrillateur, si jamais il y a un problème, il peut porter plainte contre vous. Il va vous dire, c'est vous l'expert, moi je ne connais rien. Non, c'est pas, c'est plus vrai. Il y a alors en France, là, il y a un décret qui vient d'être publié il y a 3 jours, en disant que on ne peut pas reprocher à un médecin d'avoir un aléa thérapeutique, une complication du cas défibrillateur, en fait un pneumothorax, ça arrive. La seule chose aujourd'hui, et il faut qu'on soit très prudent en France, je ne sais pas si Nicolas, tu as vu ce décret qui vient de sortir, c'est qu'il précise bien que c'est l'information aux patients qui prime. C'est-à-dire qu'il faut documenter dans le dossier que vous avez bien donné les informations des bénéfices et des risques. Si vous ne le prouvez pas dans le dossier que vous avez donné ça, là vous êtes en mauvaise situation. Mais vous faites un pneumothorax, un patient porte plainte, qui aujourd'hui, parmi les rythmologues qui sont dans la salle, ont implanté les pacemakers et les défibrillateurs transveineux, n'ont jamais eu un pneumothorax par la sous-panière. À part ceux qui en ont mis un ou deux, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, c'est l'information. Moi, je reconnais que ce serait moi. Alors, c'est pas scientifique. Mon frère, on a fait le mort subit, j'ai un Lugada de type 1. Je pense que je demande à Nicolas de me mettre un défibrillateur sur le tête. C'est pas rationnel. Je suis peut-être en recommandation. Je suis quand même toujours un petit peu gêné quand il y a des histoires familiales qu'on dit que ça compte pas. Ça, c'est des histoires de quand si vous prenez Nantes, ils vous disent non, si vous prenez Gisèle, ils vous disent oui. Mais moi, demain, je vais pas une mention dans la famille, je n'ai pas de type 1. Mais si c'était le cas, j'irai voir Nicolas pour en mettre. Avant de conclure, moi aussi, je veux profiter de la présence d'experts pour discuter d'un cas. Et là, je m'adresse à professeur Luce Frenard et les autres experts ici présents, puisque ça concerne un cas de CMH. C'est un jeune de 13 ans qui fait du foot, donc académie de foot à la CSS. Il est très doué et habile et il rêve d'avoir une carrière. Bon, malheureusement, il a une maman qui a une CMH,
qui a fait déjà une TV lors d'une grossesse et il a eu un défibrillateur. Donc lui, il est parfaitement asymptomatique. C'est une forme modérée, non obstructive, explorée, IRM, il n'y a pas de rayonnement tardif, l'épreuve d'effort, il ne fait pas de troubles du rythme, il ne baisse pas sa tension artérielle. Au Holter de 48 heures, il ne fait pas de troubles du rythme. Alors, est-ce qu'on peut lui autoriser de continuer son rêve? Voilà. De compétition, oui. D'abord, j'aurais un premier commentaire à faire, c'est d'être beaucoup plus humble que ce qu'on est maintenant. On n'est pas des experts, parce que ça, c'est des pathologies qu'on ne connaît pas très bien. En fait, le défibrillateur, c'est très bien quand on se rapproche de la porte de sortie. Après 65 ans, on va avoir un ou deux rêves dans la vie. Et l'affaire est close. Mais quand on a 25 ans ou 30 ans, forcément, on va avoir des complications plus ou moins graves. Et puis, sans parler du côté psychosocial, aller embaucher quelqu'un qui est un DEF, ou je ne sais pas, donc c'est vraiment quelque chose de très lourd. Et le DEF chez le sujet jeune, ce n'est pas la bonne formule, on va dire c'est la moins mauvaise. Je rebondis un petit peu sur ce que a présenté Sihaki. Je crois que les CLD non ischémiques du sujet jeune, la barre de 35%, 3 mois, je crois que c'est très discutable avec la quadrithérapie que nous avons aujourd'hui. Il faut attendre. Il faut essayer de s'aider par le gilet défibrillateur. Et on a vu des récupérations ventriculaires gauche à 1 an, 1 an et demi. Donc, on ne sait pas grand-chose. Alors, pour revenir à votre cas clinique, bon, si on veut se tenir stricto sensu aux recommandations, oui, s'il est à bas risque, etc., il peut faire du sport, mais il faut bien voir que le sport est une situation à risque. Quand on est à bas risque et on fait un sport intense, on devient à haut risque. Ça, d'une part. D'autre part, les recommandations parlent d'un sport intense parfaitement bien encadré. C'est-à-dire qu'il y a des défibrillateurs semi-automatiques, c'est-à-dire qu'il y a des médecins à bord, il y a tout ce que tu peux imaginer. Donc, on peut toujours rattraper le tir. Je ne sais pas si en Tunisie, nous sommes équipés à 100% par des défibrillateurs, des médecins de sport, et ainsi de suite. Alors, je reviens vers les recommandations. Donc, pour ta question, j'ai tendance à dire non. Un sport normal, mais pas un sport intense. Et tu remarqueras que les Européens ont évité la classe 1 et la classe 3. Et ça, c'est une preuve indirecte et très subtile qu'on ne sait pas grand-chose. Parce qu'on peut être à bas risque et faire une mort subite. On peut être à haut risque et ne rien faire et faire une endocardite sur défibrillateur. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Très bien. Écoutez, je pense qu'il est temps de conclure. Merci à tous les orateurs pour leur topo passionnant et merci à vous pour votre participation dans des débats qui, comme vous le voyez, ne sont pas toujours blancs ou noirs, mais beaucoup de zones grises. En tout cas, excellent congrès à tous. Merci.